Bonjour à tous, aujourd'hui on sort les mouchoirs, ou les pop-corn, ça dépend de votre état d'esprit. On attaque les flops, les bides, les échecs, les gadins, les crashs industriels de 2025. Et autant vous dire que cette année, on a du boulot. Généralement, quand on parle d'échecs au box-office, il y a deux cas de figure. On a d'un côté les déceptions, les films qui auraient dû être les rois du pétrole, mais qui finissent en mode « ouais ». Prenez Chien 51, gros film de science-fiction, on a Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Romain Duris. Le film a fait 1,4 million d'entrées. Alors, dans l'absolu, c'est un super score, hein. Dépasser le million, c'est un truc assez incroyable. Sauf que le film là, il a coûté 42 millions d'euros. C'est énorme, et c'est le deuxième film le plus cher de l'année d'ailleurs, le premier étant Dracula de Besson. Donc, quand tu vois le budget, et puis quand tu vois aussi les scores habituels de Cédric Jiménez, le réalisateur, eh ben, on s'attendait au moins au double. Alors là, c'est pas une catastrophe, hein. C'est pas ridicule comme score, mais c'est clairement décevant par rapport aux ambitions du projet. Et d'un autre côté, eh ben, on a les vrais gros gadins, les films mais qui tombent dans le vide sans parachute. Par exemple, Toute pour une, un remake au féminin des Trois Mousquetaires qui a attiré 14 000 spectateurs. J'aurais aimé avoir oublié un zéro, mais non. Et on n'est pas sur un petit film indé tourné en 24 heures avec le caméscope de tonton Jean-Claude, hein. Non, on est sur un gros budget, 10 millions d'euros. Et on a bien sûr des films qui font les deux en même temps. Ils étaient pressentis pour faire un tabac, et finalement, ils se prennent un tollé magistral. Par exemple, 13 jours, 13 nuits. C'est réalisé par Martin Bourboulon, le mec qui a réalisé les deux volets des Trois Mousquetaires. Et ici, il adapte l'histoire vraie du commandant Bida. C'est peut-être à partir de là que ça a mal tourné. Quand ton personnage principal s'appelle Bida, c'est pas bon signe. Enfin bref, c'est le responsable de la sécurité de l'ambassade de France à Kaboul, et il va devoir organiser des négociations avec les talibans pour exfiltrer des réfugiés jusqu'à l'aéroport. 30 millions d'euros, soit le troisième film français le plus cher de l'année, et 468 000 entrées. C'est archi décevant. Voilà déjà quelques exemples, on va analyser comme ça différents cas de figure et essayer de comprendre ce que ça nous dit sur le cinéma français. Du côté des comédies, gros gadin pour Natacha, presque hôtesse de l'air, une comédie avec Camille Lou et Vincent Dedienne, 15 millions d'euros de budget, un film super cher, surtout pour une comédie, et seulement 100 000 entrées, ça fait très mal. Et c'est dommage parce que je l'avais trouvé plutôt sympa en vrai. Mais c'est vrai, hein, ça fait plus téléfilm, c'est pas le genre de film qui va rameuter des foules et des foules dans les salles. Ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que c'était le plus gros budget de l'année alloué à une réalisatrice, parce que, encore maintenant, hein, l'essentiel des films à gros budget sont surtout tournés par des hommes, et même dans l'absolu, la plupart des fonds de réalisation de cinéma sont trustés par des réalisateurs. On a encore trop peu de réalisatrices. Ici, on avait aux commandes, en l'occurrence, Noémie Saglio, mais ça n'a pas pris. Autre comédie, autre bide, Hakim Djemili, Michel Blanc et Christian Clavier, ça annonçait que du bon, non? Eh ben non. Le Routard, une comédie d'aventure à 14 millions d'euros, mais encore un budget mais complètement fou, c'est méchamment planté, 216 000 entrées. Et pour le coup, je trouve que c'est un bide assez mérité. J'ai vraiment trouvé ce film pas drôle, j'avais l'impression d'être devant une publicité d'1h30 pour le guide du Routard. Et allez tiens, on fait un petit quiz. Certains l'aiment chauve, avec Kev Adams, Michael Youn et Ryan Bensetti. Est-ce que ça a bidé? Eh bah oui, c'est fou hein! 11 millions d'euros de budget et 210 000 spectateurs. Mais qui aurait pu prédire cet échec? Tout le monde en fait. Toujours dans le registre de la comédie, il y en a une autre qui s'est pris un gros gadin, c'est Le Grand Déplacement. C'est la nouvelle comédie de Jean-Pascal Zadi qui raconte la première mission spatiale africaine. Le casting est plutôt étoffé, Jean-Pascal Zadi en plus il vient de signer la série En place sur Netflix qui a été un beau succès, et son dernier film à l'écran c'était tout simplement Noir, qui était sorti juste après le Covid, et ça a été une des locomotives pour ramener les gens dans les salles. Le film avait fait 760 000 entrées, alors comme ça vous paraît peut-être pas incroyable, mais faut se remettre dans le contexte. Faire 760 000 entrées en 2020, c'était un truc de malade. Sans mauvais jeu de mots. Du coup, avec Le Grand Déplacement, je pensais qu'on tenait une des meilleures comédies de l'année. Mais... non, hein. Le film est pas drôle, il est long, il est gênant, le bouche à oreille est catastrophique, les critiques sont catastrophiques, le film est catastrophique, et donc résultat, seulement 130 000 entrées pour 17 millions d'euros de budget. Mais c'est quoi ces budgets complètement fous? Enfin, c'est totalement pharaonique pour filmer une comédie française. Bon, on quitte un peu les comédies parce que sinon je vais m'énerver. 2025, c'était pas l'année non plus d'Alban Lenoir. En début d'année, on a Rapide qui sort de Morgan S. Dalibert, c'est le réalisateur d'Aka sur Netflix. Et là, il nous signe un film de course qui se prend un mur à pleine vitesse, 172 000 entrées pour 14,4 millions d'euros de budget.
Et alors je sais que j'ai beaucoup gueulé sur les budgets pharaoniques des comédies françaises, ici on est sur un gros budget, mais je trouve que ça se comprend. On est sur un film de course, il y a de l'action, on les voit, les moyens, à l'écran. Tout n'est pas parti dans le salaire de Christian Clavier. Et je trouve du coup cet échec d'autant plus dommage. En plus on est sur une proposition qui est originale pour du cinéma français. Le film est loin d'être parfait, mais je l'ai bien aimé parce que d'un côté il veut vraiment dénoncer le sexisme qu'il peut y avoir dans le sport, et de l'autre, eh ben, il renie pas non plus le côté un petit peu beauf de la course automobile. Nous on aime les belles carrosseries quoi. Et du coup on a un mélange qui est assez original, on a en plus de belles scènes d'action, j'ai trouvé ça vraiment bien filmé. Le mélange vaut le coup d'être vu. Mais je comprends que le film était un peu foutraque et qu'il n'ait pas forcément réussi à trouver son audience. Mais le vrai coup dur pour Alban Lenoir, c'est Les Orphelins, un gros film d'action à 18,5 millions d'euros qui a fait que 133 000 entrées, malgré une promo assez agressive. Ah, et il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même important pour estimer le succès d'un film, c'est le nombre de cinémas dans lequel il est diffusé. Par exemple, Les Orphelins, il a eu le droit à une très belle diffusion, il était dispo dans 425 cinémas, ce qui en fait un bid retentissant. Et à l'inverse, on a des films qui sont mornés, qui n'ont pas réussi à séduire les exploitants de salles de cinéma, et donc ils sont dispo quasiment nulle part. Et bah, si ton film est visible nulle part, bah, le bid est inévitable. C'est par exemple le cas de La Tour de Glace, qui a été diffusé que dans 57 cinémas, à côté des Orphelins, ça fait pas beaucoup, et donc qui a fait un nombre d'entrées de 7146. C'est un bon gros bid pour Marion Cotillard. Le film suivant, c'est pas un bid, mais un peu comme Chien 51, c'était une des grosses sorties de l'année, et c'est décevant. C'est Kaamelott 2, Kaamelott deuxième volet, partie 1. Le film a fait 1 million de spectateurs. Donc on est loin d'être sur un gros flop, c'est plutôt un beau score dans l'absolu, mais quand on le compare au premier qui avait fait 2,6 millions d'entrées en pleine crise sanitaire, eh c'est pas terrible. Le bouche à oreille de ce film 2 a été nettement moins positif. Le fait d'abord que l'histoire a été coupée en deux pour faire 2 films, ça a pas mal gêné. Et puis il y avait aussi l'absence de Franck Pittiot, l'interprète du plus culte des persos, Perceval. Moi, j'ai pas encore vu le film, donc je vous rapporte juste ce que j'ai lu, mais j'essaierai de le rattraper quand même pour en faire une petite session rattrapage avec tous les gros films de 2025. Faut aussi qu'on parle d'Alpha de Julia Ducournau, c'est la réalisatrice de Titane qui avait obtenu une Palme d'Or à Cannes en 2021. Alpha était donc très attendu, mais c'est le gros gadin, 101 000 entrées pour plus de 10 millions d'euros de budget. Ça fait mal. En plus, le film comptait sur Tahar Rahim en tête d'affiche, mais ça n'a pas suffi. Et puis, au-delà d'être un succès populaire, le film visait aussi des prix et des récompenses, comme Titane. Un prix à Cannes, un César, un truc comme ça, mais jusque-là, c'est aussi le gros tollé, les critiques le désignent complètement. Il faut maintenant s'arrêter sur un cas un peu particulier, le film Yoroi. Le film met en scène Orelsan qui emménage dans une maison dans la campagne japonaise et découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Le film n'a attiré que 277 000 spectateurs pour un budget de 14 millions. C'est une grosse déception, alors que pourtant, les critiques du film, elles sont pas horribles. Alors je dis pas que c'est le film du siècle, mais ce qui lui a surtout manqué, c'est un marketing efficace. Personne n'a vraiment compris à qui s'adressait ce film, parce que c'est un mélange de folklore japonais, c'est un film d'action mais aussi fantastique, magique, c'est un drame psychologique sur la paternité, et bien sûr c'est aussi surtout un ego trip sur Orelsan. Ce qui fait que Sony, le distributeur du film, a pas bien compris comment il pouvait le vendre, et le film est passé à côté de son public potentiel. Alors je veux pas dédouaner le film, il a plein de défauts objectifs, et à titre personnel, moi j'ai quand même un peu du mal avec le jeu d'Orelsan quand il n'est pas sur de la pure comédie. Dans le registre sérieux, c'est comme Jonathan Cohen, je les prends pas au sérieux. Mais je suis toujours déçu quand des projets comme ça se casse la gueule, parce qu'on n'est pas sur une énième comédie avec Didier Bourdon, on est sur un film d'action, fantastique, enfin on est sur un film qui tente des choses. Tiens d'ailleurs, il y a un autre film fantastique, qui est quand même sur un autre registre, mais fantastique qui s'est planté avec violence, L'homme qui rétrécit, avec Jean Dujardin. 21 millions d'euros de budget, on est sur un des films les plus chers de l'année. C'est un remake du film culte de Jacques Arnold sorti en 1957, et c'est l'histoire d'un homme qui rétrécit. Si, je vous jure. On a une grosse tête d'affiche, Jean Dujardin, qui d'habitude ramène quand même du monde dans les salles, et on a en plus un réalisateur confirmé, Jean Kounen, qui a signé 99 francs ou Blueberry, mais ça n'empêche pas le flop, 265 000 entrées. C'était malheureusement un petit peu attendu parce que le film a quand même un côté très expérimental, et on voit qu'il ne sait pas sur quel pied danser.
c'est à moitié un film de genre fantastique, à moitié un film français qui a quand même des ambitions gros public. On a cette grosse pointure qui est là, qui est Jean Dujardin, mais qu'on est trop habitué à voir dans des rôles de comédie. Et là, on est sur un film très sombre, très anxiogène, alors que beaucoup s'attendaient à un nouveau « Chérie, j'ai rétréci les gosses ». C'est aussi un film avec plein d'effets spéciaux qui a vraiment misé là-dessus, et les effets spéciaux sont très bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ça l'a rendu super cher pour un résultat qui reste pas forcément comparable avec les blockbusters américains. Non pas qu'on fasse moins bien en France, mais les budgets n'ont rien à voir. Si vous voulez voir un film avec des effets spéciaux, je pense que vous irez voir Avatar avant d'aller voir L'homme qui rétrécit, et là c'est le bide. Bon, il est temps de terminer avec le gagnant, enfin le gagnant des perdants, le plus gros bide de l'année. Alors, c'est loin, très loin d'être le film qui a perdu le plus d'argent, mais c'est le gadin le plus rigolo de l'année. Papa Mobile. C'est une comédie réalisée par Sylvain Estibal qui a eu le César du premier film en 2012 pour Le Cochon de Gaza. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et ici, on a Cadmerade dans le rôle principal. Au dernier jour d'un voyage historique au Mexique, le pape Cadmerade est enlevé par un cartel de drogue. Malgré Cadmerade, le film bénéficie d'un budget qui est minuscule, 1,2 million d'euros. Et c'est bien de le préciser, dans ce budget, il n'y a pas d'argent public. Mais bref, le film est tourné, le film est monté, tout ça à l'arrache parce qu'il n'y a pas de thunes, et arrivent les premières projections, et tout le monde est unanime. Ce film est nul! Le distributeur décide donc de faire ce qu'on appelle une sortie technique. Le film ne va avoir aucune promo, on essaie de l'oublier au maximum. Il faut quand même le faire sortir au cinéma pour des raisons administratives, pour le préachat des chaînes télé et tout ça, mais surtout, on en fait le moins possible, on n'en parle pas, il faut absolument que personne n'aille voir ce film, on l'assume pas. Et au début, c'est bien ce qui s'est passé, le film a été diffusé dans, accrochez-vous, 7 salles de cinéma. Et il a réuni l'incroyable foule de 372 spectateurs. Ce qui est tout de même assez incroyable, parce que on est sur un film avec Cadmerade en tête d'affiche, qui est aussi en tête d'affiche du plus gros succès de l'histoire de tous les temps. Mais ensuite, Internet s'en est mêlé, et Papa Mobile a quand même eu son heure de gloire et est devenu la risée d'Internet. Tout le monde s'est joyeusement moqué de la comédie avec Cadmerade, qui a été sacrifié par son propre distributeur. Et finalement, le film aura quand même fait parler de lui beaucoup plus que d'autres comédies françaises, et il aura sûrement une seconde vie sur les plateformes VOD. Donc pour les courageux cinéphiles penchant BDSM, vous pourrez bientôt admirer ce chef-d'œuvre sur Prime Video. Mais attention, je vous préviens, il y a quand même une scène où on voit Cadmerade qui lèche des pieds de plusieurs vieux cardinaux pendant de longues minutes. C'est un moment suspendu, comme seul le cinéma français sait nous offrir. Et voilà, on a fait le tour. Non, en vrai, pas du tout, on aurait pu continuer comme ça pendant des heures. Il y a vraiment beaucoup de films dont on aurait pu parler, et gardez en tête que cette sélection, elle est subjective. D'ailleurs, la notion de bide aussi est subjective. Vous pouvez parfaitement voir les choses différemment de moi, et un film que j'ai mis dans les bides ou les succès, pas voir les choses de la même manière, ça dépend sur quoi vous accordez de l'importance. Ce qui est aussi important à garder en tête, c'est que plus le temps passe, et moins le box-office dans les cinémas, dans les salles, a de l'importance. C'est plus ce qui va marquer le succès d'un film. On a un marché qui s'étend déjà de plus en plus à l'international, donc on a des sorties qui se destinent clairement à l'étranger. Et puis surtout, maintenant, on a les plateformes de VOD, et donc maintenant, c'est plus important d'avoir un bon contrat avec Netflix qu'avoir un score énorme au cinéma. C'est un peu triste, mais pour vous dire que c'est pas parce qu'un film s'est lamentablement planté au cinéma qu'il va forcément ne pas être rentable. Il y a plein de paramètres qui vont arriver par la suite et qui vont pouvoir estimer ça. En guise de bilan, on peut quand même voir que ce sont les gros budgets qui se sont le plus ramassés. C'était pas forcément prévu. On se disait qu'on allait peut-être avoir une centralisation des audiences autour de quelques blockbusters, quelques gros films qui trusteraient la plupart des entrées, comme on avait eu l'année dernière avec Le Comte de Monte Cristo. Et finalement, en 2025, absolument tout, mais tous les films à gros budget ont été décevants. Pas à la même échelle, bien sûr, mais ça a été foufou pour personne. On peut aussi noter que le cinéma d'action, c'est la catastrophe. Les Orphelins, Rapide, Yoroi, ça se bide à chaque fois, alors que ça fonctionne super bien sur les plateformes de VOD. Mais au cinéma, c'est la cata, et je comprends pas, je trouve ça vraiment dommage. Bon, on va pas se mentir, c'était une année ciné un peu nulle. Est-ce que le cinéma français est en crise? Oui, mais
toujours moins qu'à Hollywood. En vrai, on a un cinéma qui est toujours là et par rapport au reste du monde qui résiste plutôt bien à la crise et mieux que les superproductions. Là, on a étudié que les gadins français, mais les gadins des films américains, il y aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup plus que sur le cinéma français. Mais il y a quand même des choses qu'il va falloir faire évoluer si on veut encore être là demain. Et ça commence par arrêter de croire que parce qu'on a un gros budget et une belle tête d'affiche, que les gens vont venir dans les salles. Je sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire aussi les pires déceptions pour vous de cette année 2025. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Allez au cinéma et mangez des pizzas!